Bienvenue sur notre podcast La vaccination pour les pros, épisode 4. Avec nous aujourd'hui, professeur Florence Adair et docteur Anne Conrad. Bonjour Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour à toutes les deux, vous êtes infectiologue aux Hospices civils de Lyon. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode. Nous allons aborder ensemble la vaccination des patients immunodéprimés. Docteur Conrad, pourquoi vacciner les immunodéprimés alors qu'ils répondent moins bien à la vaccination ? Il est vrai que les patients immunodéprimés répondent moins bien à la vaccination en termes de production d'anticorps. Globalement, ils produisent moins d'anticorps, donc en termes d'amplitude, en termes de durabilité de la réponse, mais aussi de fonctionnalité des anticorps. Mais en fait, cela me permet d'insister sur le fait que les anticorps ne font pas tout. Quand on injecte un vaccin, le système immunitaire va produire des anticorps qu'on peut relativement facilement mesurer par des sérologies. Mais c'est un reflet incomplet de la protection conférée par un vaccin. Le système immunitaire va aussi réagir par l'activation, la différenciation de lymphocytes T spécifiques du vaccin et qui vont produire un pool de lymphocytes T mémoire. Et donc, pour faire très simple et très schématique, les anticorps, dans le meilleur des cas, vont permettre d'éviter que l'on s'infecte quand on rencontre un pathogène. C'est ce qu'on appelle aussi l'immunité stérilisante. Mais les lymphocytes T CD8 sont tout aussi importants pour de nombreux pathogènes, en particulier les virus, car ils vont permettre d'éviter de faire une forme grave d'une infection, parce qu'ils vont permettre l'élimination des cellules infectées. Ainsi, pour les infections respiratoires virales, on a pas mal de données probantes qui montrent que les immunodéprimés, vaccinés contre par exemple la grippe, la Covid-19, vont faire des formes moins graves de ces infections, avec un risque diminué de complications, de nécessité d'hospitalisation, d'admission en unité de soins intensifs, un risque diminué de décès. Et tout ça, c'est principalement grâce aux lymphocytes T CD8. Il y a donc un réel bénéfice à vacciner les immunodéprimés pour les faire bénéficier de cette protection vaccinale, même si elle est incomplète comparée à la population immunocompétente. Professeur Adair, pourtant nous avons peu de données sur l'efficacité des vaccins dans la population immunodéprimée. À quoi est-ce dû ? Ah, ça c'est une bonne question. Et pour répondre à cette question, il est nécessaire d'introduire 3 notions qui sont importantes quand on parle d'efficacité vaccinale. On distingue l'immunogénicité, c'est-à-dire la capacité d'un vaccin à induire une réponse immunitaire que l'on va pouvoir mesurer. La plupart du temps, c'est par la production d'anticorps dont parlait le docteur Conrad précédemment. Il y a aussi l'efficacité vaccinale, c'est-à-dire la protection vis-à-vis d'un événement clinique, l'infection, l'hospitalisation, voire un décès par exemple, si cette maladie est très grave. Ça se mesure dans un essai clinique et dans des conditions dites contrôlées. Et puis la troisième notion, c'est l'efficacité en vie réelle, que les anglo-saxons appellent l'effectiveness vaccinale. Et donc on a repris cet anglicisme qu'on utilise assez fréquemment, c'est-à-dire l'efficacité qui est observée en population générale, hors contexte d'un essai clinique. Et ça, c'est important parce que ça valide les essais cliniques. Pour les immunodéprimés, on dispose essentiellement d'essais d'immunogénicité et de plus en plus de données d'efficacité en vie réelle. Mais il est vrai que beaucoup d'essais vaccinaux, par exemple dans le contexte de la Covid-19, ont exclu les patients immunodéprimés. Pourtant, il y a eu un avantage à cette pandémie Covid-19 parce que ça a apporté un vrai coup d'accélérateur à la recherche vaccinale, y compris chez ces populations-là, qui ont été évaluées plutôt dans un second temps et qui a permis d'accumuler des données importantes de leur réponse vaccinale. Par exemple, plusieurs équipes ont montré que la réponse au vaccin contre la Covid-19 chez les transplantés d'organes solides pouvait être améliorée par la répétition des injections et l'administration d'une 3e, voire d'une 4e dose. De même, des études spécifiques ont été conduites chez des patients en cours de traitement avec ce qu'on appelle une biothérapie, c'est-à-dire un anticorps qui bloque des lymphocytes, et en particulier des lymphocytes B, et ont montré qu'il y avait un intérêt à les vacciner contre la Covid-19, précisément parce que cela permettait d'induire une réponse cellulaire qui n'est pas dépendante de ces lymphocytes B, similaire à celle mesurée chez les immunocompétents. Donc c'est intéressant dans ce cas-là. Donc il est absolument nécessaire, à mon avis, de continuer sur cette lancée, d'encourager la recherche vaccinale dans les populations particulières, y compris et bien sûr les immunodéprimés, pour optimiser leur protection vaccinale. Docteur Conrad, est-il possible d'améliorer la réponse vaccinale chez les immunodéprimés et comment ? Oui, la première chose importante, ça va être de vacciner le plus tôt possible au cours d'une maladie dont on sait qu'elle peut conduire
a un déficit immunitaire, soit parce qu'elle va nécessiter des traitements immunosuppresseurs. Par exemple, si on a un patient à qui on diagnostique une spondylarthrite ankylosante, avant même qu'il ait besoin de traitements immunosuppresseurs, il va être important de le vacciner pour optimiser la réponse au vaccin. Et c'est encore plus important pour les vaccins vivants, parce que ceux-ci seront contre-indiqués si la personne reçoit des traitements immunosuppresseurs. Et donc, quand on est face à un patient qui est réellement immunodéprimé, pour un certain nombre de vaccins, la réponse vaccinale peut être améliorée par l'emploi de schémas de vaccination dits intensifiés, c'est-à-dire comportant des vaccins plus fortement dosés ou des injections plus nombreuses. C'est le cas, par exemple, de la vaccination contre l'hépatite B. On a, par exemple, eu des essais qui ont montré que chez le transplanté d'organes solides, chez la personne vivant avec le VIH, le schéma vaccinal double dose, qui comporte en fait 4 doubles doses par rapport à 3 simples doses chez un adulte immunocompétent, permettait d'obtenir de meilleurs taux de réponse vaccinale. Et de même, comme l'a évoqué le professeur Adair juste avant, pour la Covid-19, le fait de répéter les injections vaccinales permet d'améliorer le taux de réponse vaccinale et d'entretenir la mémoire immunitaire, d'où l'importance de réaliser des rappels vaccinaux réguliers. Et donc enfin, on peut aussi avoir recours à des vaccins adaptés, plus immunogènes, qui vont contenir une dose d'antigène plus élevée et ou un adjuvant. C'est le cas par exemple pour la grippe, où l'emploi du vaccin hautement dosé permet d'obtenir de meilleures réponses à la vaccination. Ça a été montré par exemple chez les transplantés d'organes solides. Malheureusement, ce vaccin en France n'est remboursé qu'à partir de l'âge de 65 ans. Et donc, on a des pistes pour améliorer l'efficacité vaccinale chez l'immunodéprimé. Professeur Adair, mais est-ce que tous ces vaccins chez un patient immunodéprimé sont vraiment bien tolérés ? Alors ça, c'est une question aussi extrêmement intéressante et pour laquelle il faut être en fait très précis et très clair avec toutes les données dont on dispose, parce que ça peut conduire à ce qu'on appelle l'hésitation vaccinale, le fait que les gens ne veuillent pas nécessairement se vacciner. Or, les vaccins inactivés chez l'immunodéprimé sont en général très bien tolérés, sans effet secondaire majeur. Et il n'y a pas d'argument pour penser non plus qu'ils favorisent les poussées d'une maladie auto-immune ou qu'ils provoquent un rejet de greffe. Absolument aucune donnée en ce sens dans la littérature. En revanche, on sait très bien que ces patients sont à haut risque de faire l'infection pour lesquelles on les vaccine. Donc, le bénéfice est largement supérieur au risque qu'on prend avec la vaccination. Bien sûr, cela est différent pour les vaccins vivants atténués. Ça, c'est important de connaître cette notion, qui sont contre-indiqués en cas d'immunodépression, à une ou deux exceptions près qui doivent être demandées auprès d'un médecin spécialiste et doivent être anticipées dans le cadre du parcours de soins du patient. Docteur Conrad, quels sont les principaux facteurs conduisant à une couverture vaccinale insuffisante des patients immunodéprimés à l'heure actuelle ? Oui, vous pointez là un aspect très important. En fait, les études montrent que les immunodéprimés sont globalement sous-vaccinés alors qu'il existe des vaccins sûrs et efficaces et alors qu'ils ont un risque infectieux augmenté. Prenons par exemple l'étude Covarisk, c'est une étude française qui a analysé les données de remboursement de vaccins par l'assurance maladie et qui a permis de montrer que seulement environ un tiers des immunodéprimés étaient vaccinés contre la grippe et seulement environ 20% contre les pneumocoques, alors que tous les immunodéprimés sont ciblés par les recommandations vaccinales contre ces deux maladies-là. Et pareil, les données de l'assurance maladie du début de l'année 2023 ont montré que plus d'un tiers des transplantés d'organes solides en France n'avaient jamais reçu aucune dose de rappel contre la Covid-19, alors qu'ils auraient dû en recevoir 2 voire 3 depuis le début de la campagne vaccinale. Alors comment on peut expliquer ça ? Parce que c'est assez paradoxal, les immunodéprimés sont des patients qui sont souvent surmédicalisés, régulièrement suivis par leurs spécialistes. Je pense que plusieurs facteurs contribuent à cette couverture vaccinale insuffisante. Le plus important, je pense, c'est que potentiellement aucun médecin n'a parlé de vaccination à ces patients-là. Or, les études montrent que le médecin est perçu comme la source d'information la plus fiable en termes de vaccination.
Donc, chaque consultation devrait être l'occasion de faire le point sur le statut vaccinal de nos patients, qu'ils soient d'ailleurs immunodéprimés ou non. Et souvent, on oublie de le faire, on n'a pas le temps de le faire. La pathologie sous-jacente nécessite déjà toute notre attention et tout notre temps. Et je pense que là, c'est vraiment les médecins généralistes, les infirmiers, les pharmaciens qui peuvent aussi trouver leur place pour promouvoir la vaccination, sensibiliser les patients immunodéprimés et proposer les vaccinations adaptées. Mais ça implique aussi que tous ces professionnels soient correctement formés, parce qu'en fréquemment, ils peuvent avoir, entre guillemets, peur de mal faire. Et enfin, le parcours vaccinal peut être un obstacle s'il est trop compliqué. Aller voir son médecin pour se faire prescrire le vaccin, ensuite aller à la pharmacie pour se le procurer, trouver un professionnel de santé pour procéder à l'injection. Donc l'extension récente des compétences vaccinales, c'est-à-dire qui permet aux pharmaciens, aux infirmiers d'injecter les vaccins sans prescription de l'acte d'injection, c'est une étape à mon sens importante qui, je l'espère, va favoriser de meilleures couvertures vaccinales. Professeur Ader, quel est le rôle des médecins généralistes et spécialistes dans la vaccination des patients immunodéprimés et de leur entourage? C'est un rôle absolument clé dans la mesure où les professionnels de santé doivent promouvoir la vaccination auprès des immunodéprimés, comme on l'a vu et comme on l'a entendu dit par le docteur Conrad précédemment. Les études montrent que le médecin est perçu comme la source d'information la plus fiable en termes de vaccination. Et dans l'idéal, celui qui pense à la vaccination, c'est-à-dire le professionnel de santé qui pense qu'il doit vacciner, doit le faire en fait et doit passer entre guillemets à l'acte avec la vaccination et la proposer aux patients. Cela nécessite de repenser l'accès au vaccin qui est sans doute difficile à l'hôpital où sont suivis de nombreux patients et c'est souvent pas du tout un acte prioritaire. Il faut travailler sur la mise à disposition des vaccins à l'hôpital, là où se trouvent ces patients-là et où ils sont fortement médicalisés. Et vous l'avez dit à juste titre, il faut penser à la vaccination de l'entourage, car cela complète la protection des immunodéprimés. Et on insistera sur ce point, sur la vaccination contre la grippe dans l'entourage des patients fragiles. C'est important. Donc justement, ça nous permet d'enchaîner avec la prochaine question. Quels vaccins sont indiqués dans l'entourage des personnes immunodéprimées, Dr Conrad? La vaccination de l'entourage, elle va être importante parce que la plupart du temps, finalement, l'entourage, ça va être des personnes immunocompétentes qui vont bien répondre à la vaccination. Et si donc l'entourage est protégé par la vaccination, s'il ne peut pas tomber malade, il ne va pas pouvoir contaminer son proche immunodéprimé, fragile, qui aura peut-être été, on l'espère, vacciné, mais qui sera peut-être protégé de façon incomplète. Et donc, le plus important, c'est la vaccination de l'entourage proche, donc qui va vivre sous le même toit, contre la grippe, et ce, à partir de l'âge de 6 mois, parce qu'on sait que les enfants sont les principaux vecteurs de l'épidémie grippale. Donc, la vaccination contre la grippe, elle est recommandée et remboursée dans cette indication. Et comme on parle des enfants, chez les enfants âgés d'1 an et plus, s'ils n'ont pas eu la varicelle encore, il faut aussi penser à les vacciner contre la varicelle. Ça permet de protéger leurs proches immunodéprimés de façon indirecte. Professeur Ader, pour conclure, quel vaccin ne faut-il surtout pas oublier chez les immunodéprimés? Alors, en avril 2023, il faut penser à la Covid-19, la grippe, bien sûr, et les pneumocoques. Alors, pour la Covid-19, reprenons un peu. Il faut s'assurer qu'un patient immunodéprimé ait reçu une dose du vaccin à ARN messager bivalent. Et si elle date de plus de 6 mois, proposer un rappel. La prochaine dose sera ensuite indiquée à l'automne, avec les dernières recommandations de l'HAS qui ont été émises en février 2023. Pour la grippe, on y revient, proposer la vaccination contre la grippe par le vaccin inactivé chaque automne, en insistant particulièrement sur la place du vaccin hautement dosé chez les personnes de plus de 65 ans. Et puis on termine par les pneumocoques, où chaque immunodéprimé devra avoir reçu au moins une dose d'un vaccin pneumococcique conjugué en premier, et minimum 8 semaines plus tard, une dose du vaccin non conjugué. Donc, c'est un schéma un peu particulier dont il faut se souvenir. Et pour les vaccins non conjugués, il n'est pas utile de faire plus d'un rappel, et ce rappel se fait au minimum 5 ans plus tard. Docteur Conrad, quels vaccins sont attendus à l'avenir pour les patients immunodéprimés? Très prochainement, on devrait avoir en France les vaccins pneumococciques conjugués
à 15 et 20 valences. C'est des vaccins qui ont déjà l'autorisation de mise sur le marché en Europe et qui sont quand même bien plus immunogènes que le vaccin non conjugué à 23 valences qu'on a actuellement en France et qui va probablement disparaître à terme une fois qu'on aura les vaccins pneumococciques conjugués à 15 et 20 valences. Pour la grippe, on devrait avoir en France accès à un vaccin adjuvanté à partir de l'automne 2023, en plus du vaccin hautement dosé. Enfin, d'ici 2 ans, je l'espère, on devrait avoir accès au vaccin inactivé contre le Zona, qui est utilisé depuis plusieurs années aux États-Unis, en Allemagne, chez les immunodéprimés, avec un profil d'efficacité et de tolérance qui sont tout à fait intéressants. Et enfin, dans un avenir un tout petit peu plus lointain, on sait que des vaccins AVRS sont en cours d'études cliniques, avec des résultats très encourageants, et trouveront probablement leur place dans l'immunisation de nos patients les plus fragiles. Merci à toutes les deux. C'était le dernier épisode de notre série de podcasts consacrée à la vaccination. On espère que ça vous a plu. À bientôt!